Bienvenue, c'est le débat sur Matin d'Éden. Le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 20 octobre 2021 a pris la décision de conditionner l'accès au service public à la présentation de preuves de vaccination ou de résultats négatifs au test PCR datant de moins de 48 heures par les travailleurs et la population. Alors, cette décision prise il y a quelques jours crée certaines situations au niveau des services publics. Pour avoir donc accès à ces services publics, il faut forcément maintenant une preuve de vaccination. Comment les travailleurs vivent la mise en application de cette décision et surtout quelle est la position de la société civile sur ce plateau. Nous avons donc un syndicaliste, mais d'abord travailleur enseignant, et qui va donc se prononcer. Il fait partie de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, qui d'ailleurs, à travers une déclaration le 28 octobre dernier, fustige cette décision du chef, cette décision du gouvernement, la COSI Bénin, qui dénonce donc cette décision qui, selon elle, viole de façon flagrante les dispositions législatives et réglementaires de notre pays. Quels sont les arguments qui fondent cette position de la société centrale syndicale au Bénin? Nous allons donc en parler avec l'invité du jour. Monsieur Alessandre Adjinan, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes enseignant, syndicaliste. Encore une fois, bienvenue sur ce plateau. Alors, d'abord, en tant que travailleur, qu'est-ce que vous pensez de cette décision prise par le Conseil des ministres en sa séance du 20 octobre dernier? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que le gouvernement est garant du respect des tests législatifs et réglementaires de notre pays. Et lorsque ce gouvernement se permet de violer ces tests-là dont il est garant en prenant certaines dispositions, je crois que cela est regrettable. Nous le disons parce que notre législation à aucun niveau n'a prévu l'imposition d'un vaccin à une catégorie de travailleurs, parce que l'imposition a d'abord commencé par les agents de santé. On a dit que tous les personnels de la santé doivent se faire vacciner obligatoirement, mais lorsqu'on le dit de cette façon-là, on viole la loi, et cette loi que l'Assemblée nationale, qui est majoritairement une assemblée qui soutient les actions du pouvoir, parce que les députés qui se retrouvent à l'Assemblée nationale sont des députés issus des partis politiques qui soutiennent les actions du chef de l'État. Mais c'est cette assemblée qui a voté une loi en février 2020. Et cette loi donne la liberté à chaque citoyen d'accepter ou de refuser l'administration d'un vaccin ou d'un traitement médical. Même celui qui est malade. Celui qui est malade a la possibilité de dire non à un médicament qu'on doit lui faire prendre, ou bien à un traitement qu'on doit lui faire en cas de maladie. Mais qu'en serait-il de celui qui n'est pas malade? Donc, le citoyen a la liberté de dire oui ou non. Mais voilà une loi qui existe et qui donne la possibilité à chaque individu. Et d'ailleurs, il y a la Constitution qui stipule clairement que l'individu a la liberté, c'est-à-dire la personne humaine est sacrée et inviolable. Donc, l'individu a la liberté d'accepter ou de refuser un traitement. Mais lorsqu'on s'en tient à cela, on ne peut pas comprendre que notre gouvernement, qui est le garant du respect de la Constitution d'abord et des autres tests connexes, puisse prendre cette décision d'imposer la vaccination aux citoyens. Et lorsqu'on impose la vaccination, ce qu'on ne nous a pas dit, ce qu'on ne dit pas aux populations, on nous parle tout simplement de ceux qui sont malades du Covid. On donne les statistiques par rapport à ça.
ceux qui sont décédés, mais on ne nous a jamais parlé, on ne nous a jamais présenté les statistiques de ceux-là qui sont victimes des effets secondaires de la vaccination, qui sont malades à cause des effets secondaires de la vaccination et qui en sont décédés, on ne nous en parle pas. Donc, le gouvernement viole les tests et les travailleurs sont révoltés. Alors, ici, vous parlez de violation de tests, mais le gouvernement n'est pas sorti à ce niveau pour imposer la vaccination, quand on sait quand même que le monde entier traverse une pandémie depuis 2019 et face à l'urgence quand même de sauver l'humanité. Et bien sûr, le gouvernement responsable, et bien sûr, puisque le moyen trouvé pour se préserver passe par la vaccination. Est-ce qu'ici, il n'est pas beaucoup plus plutôt question de faire face à cette urgence-là, aussi bien internationale, que de parler de violation de tests? Bon, vous parlez de... C'est-à-dire, autrement, est-ce qu'on ne peut pas comprendre quand même le gouvernement dans sa démarche, plutôt que de parler donc des conditions ou bien de la voie légale? Bon, il faut d'abord préciser que la vaccination ne met pas à l'abri de la contamination. Quelqu'un qui se fait vacciner peut également tomber malade, peut être infecté de la COVID-19. Ça n'expose pas aux formes graves. Bon, c'est cela, mais... l'explication des autorités. Voilà, l'explication des autorités. Et de l'autre côté, tout le monde ne peut pas se faire vacciner parce qu'il y a des personnes dont l'état de santé ne permet pas de se faire vacciner. Et on a plusieurs cas où les gens se font vacciner et traînent les séquelles jusqu'à nos jours. Les gens se font vacciner on n'a pas encore de et statistiques meurent. de façon officielle. Oui, c'est ce que nous dénonçons. On ne l'a pas. On ne sait pas si ceux qui sont morts sont morts du fait de la vaccination. Oui, il y en a. On l'a pas. Ça se dit, on entend ces rumeurs, non, mais ça on n'a existe. pas de statistiques officielles. Il y a des agents de santé au niveau de la COSI Bénin. Il y a la fédération des syndicats du secteur de la santé, la FINSA. Il y a les responsables de la FINSA qui font ce travail-là et qui détiennent des statistiques par rapport aux personnes qui sont décédées après la vaccination et des personnes qui sont malades et traînent des séquelles après la vaccination. Vous disiez tantôt, s'il ne faut pas comprendre le gouvernement. Mais le gouvernement, en prenant cette décision, ne s'est référé à aucun test parce que ça n'existe pas. Elle se voyait. Mais dans sa déclaration, la COSI Bénin a énuméré clairement les tests que le gouvernement a violés. On est parti de la Constitution et on est parti de la loi qui parle de la protection de la santé de la personne humaine. Elle se voit. Donc, on ne saurait dire que, puisqu'il y a eu urgence, le gouvernement peut se permettre de violer les tests législatifs et réglementaires de notre pays. Ce n'est pas possible. Et nous ne voyons dégâts que cause la maladie depuis 2019. Est-ce que face à cela, il faut que le gouvernement croise les bras et attende que le taux de contamination augmente de façon exponentielle? Je crois qu'en cette période, le gouvernement est le seul à savoir pourquoi il impose la vaccination. Parce qu'en cette période, les statistiques ne sont plus alarmantes au point qu'on veuille imposer la vaccination aux travailleurs et à toute la population béninoise. Les statistiques ne sont plus alarmantes. Il y a d'autres maladies qui tuent plus que la COVID-19 et nous ne pouvons pas accepter que le gouvernement viole les tests et qu'on veuille dire que bon, c'est parce qu'il y a urgence. Non, il n'y a pas d'urgence. En dehors de la vaccination, il y a d'autres mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus. Mais ne comprenons pas pourquoi on n'insiste plus sur le respect des gestes barrières. C'est important parce que c'est vrai, et en milieu scolaire, et voilà une autre situation, on parle de vaccination, mais on sait très bien que en milieu scolaire, les apprenants ne sont pas tous en âge d'être vaccinés. Les enseignants sont exposés à des risques. Nous sommes tout le temps avec ces apprenants-là. Mais on n'a pas connu
de décès d'enseignants ou d'apprenants. Ça veut dire que le mal ne sévit pas pour autant et nous ne comprenons pas pourquoi on n'insiste pas sur le respect des gestes barrières tels que la distanciation, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le port obligatoire de masques, ainsi de suite. Je crois que ce sont des mesures qui font reculer le coronavirus et on ne peut pas laisser les gestes barrières et imposer la vaccination. Mais et la le gouvernement la du Sénégal, sensibilisation elle continue toujours à propos du respect des gestes barrières. bon, la Les sensibilisation autorités n'ont continue, mais jamais on doit pouvoir baissé les insister, bras en la on doit matière. pouvoir insister sur cela. Et le gouvernement du Sénégal a donné le bon exemple, contrairement à ce qui se passe ici. Au Sénégal, lorsque les chefs d'entreprise ont commencé à subordonner l'accès aux services publics et surtout privés et le bénéfice de certains avantages à la présentation du pass vaccinal, c'est le ministre de la fonction publique sénégalais qui a pris une note de service pour demander aux chefs d'entreprise de ne plus subordonner l'accès aux services ou le bénéfice des avantages à la présentation du pass vaccinal, parce que au Sénégal comme au Bénin, il n'y a aucun test qui impose la vaccination aux citoyens et aux travailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'État doit faire en sorte que les tests soient respectés. Parce que c'est le rôle de l'État. L'État est le garant du respect des tests. Et cet État-là, on ne peut pas accepter que cet État-là viole les tests. Et ce qui se passe, c'est de l'arbitraire. Tout le monde ne peut pas se faire vacciner. Il y a des gens dont l'état de santé ne permet pas la vaccination. Il y en a qui sont tombés malades, il y en a qui sont morts. Nous avons les preuves, je vous ai dit tantôt que au niveau de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, la fédération du secteur de la santé fait ce travail-là et dispose de statistiques. Le secrétaire général de cette fédération-là, en la personne de Oussou Adolphe, dispose de statistiques et je crois que si vous lui donnez l'opportunité de venir sur le plateau de NTV, il va vous présenter les statistiques par rapport aux personnes qui sont tombées malades et par rapport aux personnes qui sont décédées suite à la vaccination. Alors, mais depuis l'application de cette décision au niveau donc du service public, puisque vous êtes fonctionnaire de l'État, comment vous vivez la situation en tant que travailleur? Est-ce qu'il y a des situations de blocage? Est-ce qu'il y a des situations où des agents se retrouvent malheureusement, et ceux qui ne se sont pas vaccinés se retrouvent dans des situations inconfortables? Qu'est-ce qui se passe concrètement à l'heure actuelle? Il faut dire que ce qui se passe, c'est très grave. C'est de l'acharnement contre les travailleurs et le peuple béninois. Parce que dans les ministères, dans les services publics, on demande que la liste de ceux qui ne se sont pas fait vacciner soit établie. Et lorsque ces personnes-là doivent déposer une demande pour avoir des avantages auxquels ils ont droit, on rejette leur demande parce qu'ils ne présentent pas leur passe vaccinal. Je crois que c'est suffisamment grave et nous sommes dans une situation où le peuple subit déjà beaucoup de pression. Les travailleurs sont mécontents du fait de ce qu'ils subissent de part et d'autre parce qu'il y a les problèmes de carrière qui se posent pratiquement à tous les niveaux, dans tous les secteurs. Il y a les rappels qui ne tombent pas pour les travailleurs alors qu'on a dit que notre pays se porte financièrement bien. Et la preuve, c'est qu'il y a eu un collectif budgétaire parce que le budget qui est en train d'être exécuté, le budget 2021, a connu une augmentation de 21%. Mais malgré ça, les travailleurs se plaignent toujours, les problèmes de carrière ne sont pas réglés, les rappels ne sont pas payés et il y a beaucoup de situations avec la pression fiscale et l'augmentation du prix des denrées de première nécessité, les péages et tout ça là. On est en train de faire face à ça, on est en train de subir ça.
Et à cela va s'ajouter encore l'imposition du pass vaccinal et l'exclusion. Et on demande d'établir la liste de ceux-là qu'on va déposer au ministère de l'économie et des finances. Ce sont des menaces qui ne sont pas de nature à amener les travailleurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y en a qui ne sont pas prêts à se faire vacciner parce qu'ils observent ce qui se passe. La vaccination doit se faire librement. La vaccination doit se faire librement et la stratégie du gouvernement qui a consisté à imposer la vaccination n'est pas seulement la décision qui est prise en Conseil des ministres, mais lorsque le test est devenu payant, où vous devez payer 25 000 francs pour faire le test n'est plus gratuit. Et c'est en 48 heures. La durée de validité de ce test-là, c'est 48 heures. Mais celui qui gagne le SMIC dans une entreprise ou bien dans un service public, est-ce qu'il a la possibilité de faire ce test-là chaque 48 heures? Quel est ce travailleur-là qui a la possibilité de faire le test chaque 48 heures? Donc, on doit rendre le test gratuit. Et en principe, c'est après avoir fait le test qu'on peut aller se faire vacciner. Parce qu'il y en a qui sont malades, mais qui sont asymptomatiques et on se base seulement des questions qu'on leur pose. Est-ce que vous toussez? Est-ce que vous faites ceci? Non. On doit pouvoir faire le test et celui qui est malade doit se faire traiter d'abord avant de décider d'aller se faire vacciner. Les scientifiques n'en parlent pas du tout. Est-ce que c'est forcément la procédure à suivre? Oui, c'est la procédure à suivre. Officiellement, les épidémiologues et puis nos autorités en matière de santé au Bénin n'en parlent pas du tout. Non, mais la stratégie, c'est de rendre le test payant. Et lorsque vous n'avez pas les moyens d'aller faire le test, vous allez vous dire, bon, le mieux c'est que j'aille me vacciner. Mais c'est là tout le danger parce que lorsqu'on ne connaît pas son état sérologique et qu'on va se faire vacciner, mais bonjour les dégâts. Et beaucoup se sont fait vacciner dans ces conditions parce qu'ils ne présentent pas les symptômes alors qu'ils sont bel et bien malades. Ils sont allés se faire vacciner et ils sont tombés malades et beaucoup en sont morts. Et je dois dire que... Vous n'avez toujours pas affiché les preuves ici, les statistiques ici, donc on va pas dire qu'ils sont morts du fait de la vaccination sur ce plateau. Le gouvernement, peut-être qu'ils prennent des séquelles. Le ministre de la Santé est conscient qu'il y a des gens qui sont tombés malades après la vaccination et il y a d'autres qui en sont morts. Ça, c'est réel. Et la santé de tous les citoyens ne permet pas de recevoir le vaccin. Tout le monde ne peut pas être vacciné. Et lorsqu'on prend les mairies aussi, les préfectures ou les élus locaux ont également emboîté les pas au gouvernement en prenant la décision de subordonner l'accès aux arrondissements et aux mairies à la présentation du pass vaccinal. Je dis, c'est plus que de l'acharnement contre les populations. C'est plus que de l'acharnement. Et je comprends ces maires-là parce que on a voté une loi qui a donné la possibilité aux partis politiques de désigner les maires. Les maires n'ont pas été élus. C'est important de le préciser. Les partis politiques ont désigné les maires. Ça veut dire que ces maires-là sont redevables. Et quels sont ces partis-là dont sont issus les maires? Ces partis-là sont l'UP et le BR, qui sont des partis soutenant les actions du chef de l'État. Donc, les maires qui sont nommés entre griffes n'ont pas la possibilité, n'ont pas le courage de refuser de suivre l'arbitraire, de refuser de suivre l'imposition du vaccin. Et ils ont été obligés de s'aligner
sur la décision du gouvernement, malheureusement, et ils excluent des arrondissements et des mairies, ils empêchent l'accès à ces lieux-là aux populations qui les ont élus. C'est vraiment dommage et je crois que nous n'avons pas besoin de cela au Bénin. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de rapporter cette décision-là et de continuer la sensibilisation. Et c'est ce que le ministre de la fonction publique du Sénégal a recommandé. Mais pendant ce temps, la contamination continue pendant ce temps. Non, c'est en ce moment que les statistiques ont baissé par rapport à la contamination. Ça, c'est réel. Nous avons aussi des informations. À l'ADA, bon, il n'y a plus d'affluence. Nous avons aussi des parents qui travaillent dans ces coins-là. Mais c'est justement parce qu'entre-temps, on a commencé à vacciner. Maintenant que les statistiques ont baissé, on ne si la courbe a baissé alors qu'on a commencé la vaccination, ça voudra dire que ça démontre encore une fois l'efficacité de cette vaccination que vous dénoncez en quelque sorte. La courbe a baissé parce que les Béninois, en dehors de ceux qui se sont fait vacciner, ce n'est pas le grand nombre, les Béninois continuent de respecter les gestes barrières parce que la vie est vraiment chère et personne ne veut mourir. Et c'est pour cette raison que les gens continuent de respecter les gestes barrières partout dans tous les services. Donc si la courbe a baissé, le gouvernement vous dira que c'est à cause de la vaccination. Mais nous savons pertinemment qu'il n'y a pas que la vaccination. La vaccination ne doit pas être imposée. Les gens doivent aller se faire vacciner librement s'ils le désirent. Mais si on continue de subordonner l'accès aux services publics à la vaccination en violation de tous les tests législatifs et réglementaires de notre pays, les travailleurs qui en ont marre vont s'organiser et dire non à l'arbitraire. Donc pour vous, est-ce qu'aujourd'hui pour vous, il faut réactualiser ces tests-là? Il est question de réactualiser ces tests avant? Non, il n'est pas question de réactualiser les tests parce que lorsque un enfant naît, parce que dans certains pays, on a été obligé donc de retoucher à certains tests. Non, ce n'est pas ça la solution. On ne va pas retoucher. Mais puisque vous parlez de violation. Oui, les tests sont violés, mais on n'a pas besoin de retoucher aux tests. On n'a pas besoin de retoucher aux tests. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est quand même réussir à vacciner, à faire une bonne couverture en matière de vaccination. Faire une bonne couverture. Dans beaucoup de pays, c'est fait déjà laisser libre choix. Et le Bénin étant dans cette dynamique internationale ne peut pas se soustraire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Mais une dynamique internationale qui va amener à violer les tests, non. Parce que lorsque vous parlez de retoucher aux tests, il y a des pays qui sont à 70% de taux de vaccination, comme en Angleterre par exemple. Il faut aller réviser la Constitution à cause de la vaccination, qui ne saurait être obligatoire. À cause de la pandémie, justement. Non, je crois que la courbe a baissé, nous l'avons dit tantôt. Donc, on n'a pas besoin d'imposer la vaccination. On doit inciter sur le respect des gestes barrières et les citoyens doivent avoir la liberté de se faire vacciner ou non, conformément au texte. Les urgences qu'il y a, ce n'est pas aller réviser la Constitution ou la loi qui parle de la protection de la santé humaine pour faire vacciner les gens. Mais l'urgence, c'est de faire en sorte que les problèmes des travailleurs soient réglés. C'est de faire en sorte que nous ayons que les populations qui n'ont pas l'électricité et l'électricité, que les populations soient dans un état de sainteté avant de prétendre défendre leurs intérêts. Oui. Mais il faut quand même que les travailleurs soient en bonne santé avant de prétendre défendre leurs droits. Les travailleurs sont en bonne santé parce qu'ils prennent les dispositions. Certains sont allés se faire vacciner librement. Mais d'autres respectent les gestes barrières et se portent très bien. Moi qui vous parle, moi, je ne me suis pas fait vacciner. Mais je connais des gens qui sont allés se faire vacciner et personne ne les a obligés à y aller. Donc, on a le libre choix. Si je ne me suis pas fait vacciner, peut-être que je sais que je souffre d'un mal, peut-être qui ne me permet pas de me faire vacciner. Mais si on oblige les gens, comme on est en train de le faire,
Non, mais aujourd'hui, c'est parce qu'il y a beaucoup de polémiques non fondées sur les réseaux Non, pas de sociaux polémique non autour fondée. de la Il y a, à vaccination Parakou, il y a un journaliste dont je tais le nom qui s'est fait vacciner et qui est décédé. Le directeur départemental de la santé est allé faire le constat. Il est décédé suite à la vaccination. Ça, c'est réel. Je voudrais taire le nom. Donc, c'est pour vous dire que si on impose la vaccination, on va tuer des gens. Et c'est ce que nous refusons. On ne peut pas imposer la vaccination en violation des tests. Qu'on continue de respecter les gestes barrières. Parce que l'urgence, ce n'est pas l'imposition de la vaccination. La courbe a baissé et il faudrait que la sensibilisation continue. Il faudrait que le respect des gestes barrières continue. Et il faudrait qu'on pense aux défis que notre pays a relevés pour amorcer un développement digne du nom. C'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est pas l'imposition de la vaccination. Parce que la courbe a considérablement baissé. Voilà. D'accord. Alors, on ne va pas vous laisser partir donc sans quand même vous arracher un mot par rapport à la situation des aspirants en tant que syndicalistes. La rentrée a commencé depuis déjà plus d'un mois, un peu plus d'un mois déjà, pratiquement 2 mois déjà, mais ces aspirants continuent toujours de réclamer les meilleures conditions de vie de travail, le contrat, on parle de beaucoup de situations difficiles que ces aspirants traversent aujourd'hui. Rapidement, qu'est-ce qui est fait à leur endroit, par vous, en tant que syndicaliste, les centrales syndicalistes, les centrales syndicales? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que la situation des aspirants que vous venez d'évoquer donne une fois encore la preuve que notre gouvernement viole allègrement les tests, presque tous les tests de la République. Nous le disons parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, nous l'avons dit. Vous en avez fait une étude pour savoir oui, si mais il y a un arrêté ministériel. Non, on va Parce parler que jusque là. non, c'est par là qu'il faut commencer. Quand on parle de la situation des aspirants, il y a un arrêté ministériel qui fixe le quota horaire hebdomadaire qu'un enseignant du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle doit exécuter par semaine. Ça ne dépasse pas. Et là même, les aspirants ont été lésés parce que le professeur adjoint ou l'élève professeur adjoint aspirant doit exécuter 22 heures. Le professeur certifié 20 heures. Alors qu'au niveau des agents de l'État, c'est 18 heures pour le professeur certifié ou l'élève professeur certifié et 20 heures pour le professeur adjoint ou l'élève professeur adjoint. Mais cet arrêté n'a pas été abrogé. Mais on se permet d'attribuer 26 heures, 30 heures aux aspirants. Tout part de là. Et moi, je voudrais revenir sur les propos du chef de l'État lors de la rencontre qu'il a eue avec les secrétaires généraux des confédérations et les représentants des aspirants. Le chef de l'État a dit, les 30 heures ne constituent pas du fétichisme. Si on peut y aller avec 18 heures ou 20 heures, qu'on y aille. Mais depuis que le chef de l'État a dit ça, quelle est cette main invisible? Est-ce que c'est le chef de l'État lui-même? Est-ce que c'est le ministre du Développement? Est-ce que c'est le ministre des Enseignements secondaires? Quelle est cette main invisible qui encourage à continuer à attribuer 26 heures, 28 heures, 30 heures aux aspirants? Tout part de là. Donc, ils ne sont pas efficaces. Il y en a qui tombent malades, il y en a qui meurent. Donc, ils ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes compte tenu des effectifs que nous avons dans les établissements publics. 60, 70, 80 par endroit. Avec 20 heures, quelqu'un qui fait français, ça fait 2 disciplines. Je l'ai toujours dit. Quelqu'un qui fait histoire géo, 3 heures. Avec 30 heures, lui aura 10 classes. 60 fois 10, ça fait 600. Il va faire 2 interrogations ou 3. Il va corriger les copies. Il va tomber malade. Il va s'user. Et on n'a pas cru devoir leur payer 12 mois sur 12. Il faut réduire d'abord le quota horaire et respecter l'arrêté qui définit clairement le quota horaire hebdomadaire. En dehors de ça, il faut leur payer 12 mois sur 12. Il faut faire d'eux des agents de l'État. Et il faut éviter que les aspirants soient maltraités.
L'autre chose, le déploiement des aspirants. On ne sait pas comment ça se passe. Et je suis tenté de dire que, tel que ça se passe, où aucun critère n'est défini. Lorsqu'on dit que les aspirants sont admis dans la base, pour les déployer, on doit pouvoir définir les critères. Et qu'est-ce que nous proposons? Il faut aller par mérite. Lorsque j'enseigne l'histoire-géographie, et j'ai eu 14, et quelqu'un qui a eu 10, ou bien qui n'a même pas la moyenne est déployé, mais quel est le critère qu'on suit? Nous sommes tentés de dire que c'est pour remercier les partenaires politiques. C'est ce qui se passe. Parce que nous avons exigé que les critères de déploiement soient définis, mais il n'y a pas de critères. Et on constate que des gens n'ont pas une moyenne supérieure. Certains ont 14, ils sont à la maison. D'autres ont moins que ça et ils sont sur le terrain. Les critères qu'on peut définir pour les déployer en dehors du critère de performance, c'est-à-dire le mérite qui consiste à prendre ceux qui ont les plus fortes moyennes et par vague aussi, c'est-à-dire quelqu'un ne peut pas être admis depuis 2 ans, on le laisse, il est dans la base et on prend celui qui vient d'être reçu au test de septembre 2021, c'est une injustice. En dehors de ça, toujours en tenant compte des moyennes, ceux qui ont atteint le seuil, parce qu'il y a un seuil qui est défini, on peut déployer ceux qui acceptent aller servir dans les départements reculés, parce que beaucoup veulent rester dans l'Atlantique, le littoral ou aimer plateau. Donc, en dehors du mérite, c'est ce que nous proposons. Si quelqu'un a la moyenne et il accepte aller au nord, par exemple, même s'il n'a pas 14, si celui qui a 14 veut rester dans l'Atlantique, le littoral, et il n'y a pas encore de la place, on peut l'envoyer là-bas, bien qu'il ne soit pas le plus méritant. Mais ce sont des critères objectifs, à notre avis. Mais il n'y a pas de critères. Donc, que ce soit le déploiement, que ce soit le traitement, tout se fait comme si ces aspirants-là n'étaient pas des êtres humains. C'est de l'esclavage. Nous l'avons toujours dénoncé. Qu'on revienne au quota horaire normal, qu'on fasse le point et que tous les omis par rapport au virement du salaire d'octobre 2021 soient satisfaits parce que voilà des préinsérés à qui on ne paye pas 12 mois sur 12. Depuis juillet, ils n'ont plus de salaire. Juillet, août, septembre, octobre, 4 mois après, il y en a qui sont livrés à la mendicité. Et pour virer le premier salaire maintenant, on dit qu'il y a des omis et des autorités se permettent de donner des exemples pour dire, bon, en leur temps, ils ont fait 13 mois. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Cette époque-là est révolue. Compte tenu de la cherté de la vie, on ne peut pas continuer. On veut un système éducatif performant. Mais comment est-ce qu'on peut améliorer l'offre éducative en traitant les 80% du personnel enseignant de cette façon-là? Ça veut dire que nous ne voulons pas améliorer l'offre éducative. Nous ne voulons pas d'un système éducatif performant. On doit changer les conditions de vie et de travail des aspirants. Il faut faire d'eux des agents de l'État. Parce que le chef de l'État a dit, quand il y a eu cette rencontre-là, peut-être c'est vous qui allez bénéficier du recrutement, la régularisation de la situation administrative et financière de ceux-là, comme le gouvernement précédent a eu à le faire en 2008, mais cela est nécessaire parce que le besoin est là. Mais lorsqu'on se dit, voilà, il n'y a pas de travail, et c'est à prendre ou à laisser, beaucoup ont démissionné. Beaucoup ont démissionné. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les aspirants, la situation est préoccupante. Mais aujourd'hui, est-ce que l'État a-t-il réellement les moyens pour faire face à tout ce que les aspirants réclament? L'État a les moyens. Je vous ai dit tantôt, et les recettes ont connu une augmentation de 21%. Et il y a eu un collectif budgétaire. Ça veut dire que notre économie se porte bien. Et l'éducation est le socle de tout développement. Lorsque vous prenez la loi 2003-17 du 11 novembre 2003, modifiée par la loi 2005-33 du 6 octobre 2005
portant orientation de l'éducation nationale en République du Bénin, l'article 1er qui s'inspire d'un article de la Constitution stipule clairement que l'éducation reste et demeure la première priorité nationale. Mais si c'est la première priorité nationale, où est-ce qu'il faut investir? Parce que si nous n'avons pas une éducation de qualité, nous ne pouvons pas avoir des citoyens bien formés pour assurer la relève et contribuer au développement de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, l'éducation est la première priorité et on ne saurait lésiner sur les moyens, on ne saurait même réfléchir assez longtemps avant d'investir dans l'éducation pour aboutir au développement, un développement digne. Alors, là, c'était une parenthèse simplement par rapport à la situation des aspirants. Alors maintenant, pour conclure cet entretien, Alessandra Adjinan, quels sont, bien sûr, vos mots de conclusion? Bien, et le gouvernement doit agir pour un retour à la légalité. Le retour à la légalité consiste à permettre à tous les travailleurs d'accéder à leur lieu de travail sans imposition du pass vaccinal. Les maires doivent rapporter les notes de service ou les arrêtés qui ont été pris pour subordonner l'accès aux services publics à la présentation du pass vaccinal. À l'instar du gouvernement du Sénégal, notre gouvernement doit retourner à la légalité et faire en sorte qu'il y ait la paix. Nous ne souhaiterions pas que cette situation amène les travailleurs et les populations à s'organiser parce que les populations s'organisent déjà. Et si, avec tout ce que nous avons comme pression déjà sur les travailleurs, sur les populations, nous devons encore subir ça là. Nous serons obligés de nous organiser pour renverser la tendance. Et le gouvernement serait tenu responsable d'être la pression sur le gouvernement, c'est ce que vous le dites. Non, c'est pas de... Nous exigeons un retour à la légalité parce qu'on ne peut pas... Le gouvernement qui est garant du respect de la Constitution, du respect des tests législatifs et réglementaires, ne peut pas se permettre de les violer. Ce n'est pas bien. D'accord, c'est votre position. À vous, Alessandra Adjinan, enseignant syndicalisme de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Merci à vous pour ces explications.